Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Bonsoir, bienvenue dans le débat d'Europe Soir, l'émission quotidien à diffuser l'enregistrement volé des propos tenus par Laurent Wauquiez devant des étudiants d'une école de commerce lyonnaise, ce qui a occasionné une belle tempête médiatique. Le président des Républicains a dû interrompre ses vacances pour se rendre hier soir sur BFM dans l'émission de Ruth Elkrief où il a déclaré qu'il assumait ses propos, qu'il regrettait seulement ses accusations contre Nicolas Sarkozy et qu'il allait porter plainte contre Quotidien. Mais de quoi Laurent Wauquiez est-il coupable ? De naïveté, d'hypocrisie, d'avoir dit ce qu'il pense, d'avoir dit n'importe quoi, d'avoir scié la branche sur laquelle il est assis. Et est-ce que c'est grave ? Pour en débattre, nous avons invité Vanessa Schneider. Vous êtes journaliste politique, grand reporter au Monde Magazine. Vous avez reçu le prix Bernard Mazière du livre politique en 2015 pour Le Mauvais Génie, le livre sur Patrick Buisson que vous avez coécrit avec Ariane Chemin. Toute cette affaire, c'est une catastrophe pour Laurent Wauquiez ou c'est bon pour lui ? Non, c'est pas une catastrophe, il faut pas exagérer, il n'y a pas de catastrophe en politique ou très rarement. On se remet de tout, on se remet d'énormément de choses, oui, de presque tout, et c'est pas non plus bénéfique. Je dirais que si c'est dommageable, c'est surtout pour l'image des politiques, pour la démocratie, tout simplement, l'image des politiques qui est déjà extrêmement dégradée en France, qui ne cesse de se dégrader. Donc de voir un homme politique qui dit un peu tout et n'importe quoi, puisque là il s'agit à mon avis pas de franc-parler, mais en l'occurrence plutôt de propos de comptoir, et qui surtout explique à des étudiants qu'il est censé former, en tout cas il est censé participer à leur formation, que ce qu'il dit sur les différents plateaux de radio et de télévision sont du bullshit, c'est-à-dire n'importe quoi. Encore une fois, c'est pas aux médias là qu'il s'adresse, c'est à travers les médias, ce sont aux Français. Donc ça veut dire que depuis des années, il explique n'importe quoi aux Français. Donc tout ça est un peu les étudiants en étaient déjà persuadés bien avant qu'ils leur en fassent la confession. Alors je ne sais pas parce qu'on n'a pas entendu ces étudiants suite à l'enregistrement. Ils se sont pas exprimés. Ils ont dû certainement beaucoup s'amuser, hein. C'est toujours amusant de voir un homme politique qui se déboutonne. Mais... Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste en charge du Figaro Vox, vous êtes l'auteur du livre Enquête, les nouveaux enfants du siècle, djihadistes, identitaires, réac, qui est paru aux éditions du Cerf. Bonne affaire pour Wauquiez ou catastrophe ? Non, je dirais plutôt bonne affaire, effectivement. Alors, Éric Zemmour, dans un édito, a dit c'est pas encore un gladiateur, c'est un esquimeur. Moi, je dirais plutôt que c'est un judoka qui a, comme les judokas, qui s'est servi de la force de l'adversaire pour la retourner en son profit. Ça aurait pu être enquiquinant pour lui, mais je crois que le caractère peut-être excessif, on en a fait quand même beaucoup dans les journaux ces derniers jours avec ça, va finir par le servir, et puis il apparaît finalement comme quelqu'un de transgressif qui a une forme de franc-parler. Quand il parle de bullshit, je pense qu'il y a une partie de l'opinion à laquelle il s'adresse qui a le sentiment, à tort ou à raison, que sur les plateaux de télévision et dans les médias en général, il y a une espèce de clergé qui impose une forme de politiquement correct. Donc je pense que ce qu'il voulait dire, c'est voilà, je suis parfois soumis à ce politiquement correct là pour pas trop me faire taper dessus, et là je transgresse. Donc je pense que c'est plutôt... allusion au politiquement correct, tout simplement au fait que normalement on fait pas d'attaque ad hominem, et que là il a pu se libérer de tout ce qu'il pensait de ses collègues. Oui, mais je pense que l'attaque des journalistes aujourd'hui est un classique rhétorique chez les politiques. Trump en a fait une arme absolue, et je crois que s'il y a une profession qui est plus impopulaire que les politiques, c'est bien celle des journalistes. Il suffit de regarder les sondages d'opinion, on est en dessous les flics et les prostituées, je crois. Christian Salmon, chercheur au CNRS, au Centre de recherche sur les arts et le langage. Vous êtes l'auteur de Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, et de la cérémonie cannibale à propos de la performance politique. Alors, l'affaire Wauquiez, bon pour lui, catastrophique ?
Moi, je pense que c'est plutôt un symptôme du discrédit qui frappe la parole publique, parce que qu'il se situe contre ces plateaux télé où on ne dirait à peu près que n'importe quoi, mais lui-même intervient. Il était hier sur BFM TV. Il participe de cette espèce d'escalade ou plutôt de spirale du discrédit qui fait que la parole publique n'est plus crue. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des débats qui sont indexés au discrédit de la parole publique. Normalement, quand on intervient dans un débat, c'est pour accréditer sa parole, accréditer une certaine conviction, des opinions. Et là, maintenant, ça joue à la baisse. C'est-à-dire que, et c'est exactement le phénomène de la trumpisation de la parole publique, c'est-à-dire que vous captez l'attention. De ce point de vue-là, c'est un succès pour lui. Il a réussi à capter l'attention au prix du discrédit de la parole publique et au fait que, au fond, vous centralisez votre position dans le débat public au prix de dire n'importe quoi et de transgresser, d'attaquer, parce que quand même il faut rappeler, les propos sont extrêmement graves. Soit c'est une affaire d'État, si Nicolas Sarkozy procédait aux écoutes à l'Élysée de ses ministres. Il faut rappeler que Laurent Wauquiez a dit que avant d'entrer au Conseil des ministres, on devait laisser son téléphone et que le président de la République en profitait pour espionner les portables de ses ministres. Les mails et les textos. Là, soit c'est vrai, et pourquoi il s'est excusé auprès de Nicolas Sarkozy? Si c'est vrai, il n'a pas à s'excuser, soit c'est faux, et pourquoi il dit ça devant des étudiants? Donc tout ça est quand même assez invraisemblable. Alors, Mathieu Bock-Côté, vous êtes sociologue, vous êtes québécois, vous êtes l'auteur de Le Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels, qui est paru aux éditions Boréal. Comment jugez cette affaire Ni catastrophe, ni coup stratégique remarquable. J'ai plutôt l'impression de voir une page plutôt médiocre de l'actualité. C'est-à-dire, sur le fond des choses, la transgression en politique est une bonne stratégie, d'autant plus lorsqu'elle est ressentie, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle marque un désaccord de fond avec ce qu'on pourrait appeler le discours médiatique obligatoire. Donc, s'il veut transgresser sur le fond des choses, il a tout avantage à le faire parce qu'il y a un espace politique, justement, par ailleurs, dans la contestation de ce que Brice Couturier appelle le parti médiatique. Une fois que c'est dit, quand on veut transgresser, on transgresse sur l'essentiel. Si on veut transgresser sur des... Bon, évidemment, il y a le cas Sarkozy, mais il s'est excusé tout de suite. Pour le reste, c'est quoi? C'est des commentaires un peu méchants, ou plus ou moins éclairés, ou plus ou moins éclairants, peu importe, sur des gens qui l'entourent. Je cherche encore l'objet de la polémique, d'une certaine manière. Je cherche encore, à travers ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quand il dit « j'assume ce que j'ai dit », il assume qu'il dit des vacheries sur ses collègues. C'est correct, tout le monde en dit d'une manière ou de l'autre. Et encore une fois, s'il veut se hisser, me semble-t-il, dans le débat public, occuper l'espace qui est le sien, qui est un espace déjà polémique à bien des égards, qu'il transgresse sur l'essentiel et qu'il ne se perde pas dans des polémiques secondaires qui font en sorte qu'il place au cœur de l'actualité pour nous dire « qu'est-ce que j'ai dit, je l'assume, mais je ne dis rien ». Il a quand même transgressé, pour moi, sur l'essentiel. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand il parle des députés Godillot de la majorité, tous avec le petit doigt sur la couture du pantalon, il nous explique en gros que l'Assemblée n'a guère de pouvoir, mais il dit que la France est une dictature totale. Ça, c'est une formule grossière, si je peux me permettre. C'est une formule grossière. Pour le reste, dire de l'Assemblée qu'elle est plutôt soumise au pouvoir, quelle nouvelle. Non, ça, rien de nouveau. Remarquable. Le parti Godillot, on en parle depuis longtemps. Mais enfin, c'est aller contre à la fois l'idée qu'on se fait de la Ve République, et donner du grain à moudre à tous ceux qui disent que la démocratie représentative n'est pas une vraie démocratie. Mais de là parler de dictature totale... La formule est tellement grossière qu'elle se retourne contre lui. Moi, je ne comprends pas ce qui empêche Laurent Wauquiez, s'il a des choses si importantes à dire et si transgressives, pourquoi il ne les dit pas sur les multiples antennes auxquelles il est invité. Laurent Wauquiez, ça fait près de 20 ans qu'il fait de la politique. C'est un personnage politique de premier plan. Il dirige le premier parti d'opposition. Il a pour but d'accéder un jour à l'Élysée. Il a accès à tous les médias, écrits, radio, télévision, les grands formats, les petits formats, qui l'empêchent de dire qu'il estime, par exemple, que la Ve République n'est plus adéquate, qu'il faut changer les institutions. Qu'est-ce qui l'en empêche? Personne. Il a su, en d'autres temps, tenir des propos transgressifs. C'est pour ça que là, son discours de victimisation ne tient pas. C'est en effet, il essaye de faire le judoka, mais il n'y parvient à mon avis pas tout à fait. Il essaie de se rattraper comme il peut. Il a commis une énorme boulette, il s'est lâché devant des étudiants, il a dit ce qui lui passait par la tête. Il se rend compte que bon, c'est pas super, et puis il essaye de se faire passer pour une victime qui serait bridée par les médias. Encore une fois, qu'est-ce qui l'empêche de s'exprimer? Il l'a fait par le passé. Il a eu
sur des sujets de fond, et là je vous rejoins sur des sujets de fond, il a su transgresser le discours ambiant. Quand Laurent Wauquiez parlait de cancer de l'assistanat, il a créé une polémique sur des vrais sujets, en tout cas sur des sujets qui peuvent questionner la société, où se place la protection sociale, sur des vrais débats. Là, il s'agit en effet d'attaques personnelles, de plus ou moins théorie du complot, mais absolument pas étayée. Et là, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend d'un dirigeant de parti. Alors justement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de naïveté de la part et ça non plus, on n'en attend pas de la part de quelqu'un qui prétend à l'Élysée, beaucoup de naïveté de la part de Laurent Wauquiez en se livrant à une telle confession devant des étudiants qui pouvaient parfaitement l'enregistrer. On en débat juste après une pause. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Le débat de ce soir, c'est sur l'affaire Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez a-t-il fait preuve d'une naïveté quand même assez gênante pour quelqu'un qui prétend accéder aux plus hautes fonctions, croire que rien ne sortira d'une telle réunion avec des étudiants, alors qu'il peut être enregistré par n'importe qui. Ça rappelle certains autres politiques qui pensent pouvoir envoyer des SMS à caractère sexuel sans penser que ça puisse un jour se retourner contre eux. Qu'en pensez-vous, Mathieu Bock-Côté ? Je crois que quiconque a déjà enseigné une fois dans sa vie, surtout à notre époque, sait que pendant qu'on enseigne dans la classe, il y a des étudiants qui commentent le cours sur Facebook d'une manière ou de l'autre, et il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, et j'ai pas l'impression non plus que Laurent Wauquiez a 78 ans, donc complètement néophyte dans le rapport aux nouvelles technologies. Alors, une part de moi, je n'y peux rien, me dit que quand il lance cette formule-là, quand il fait le matamor en disant si ça sort d'ici, ça va mal se passer, je me dis qu'il y a quelque... Il les excite. Ben, j'ai pas l'impression, je le crois pas, je pense pas qu'il programme un petit complot qui est, bon, rien de tout ça, mais j'ai l'impression que il lance ça puis il n'est pas surpris du fait que ça se retourne contre lui après coup. En fait, non, s'il est vraiment surpris que ça se retourne contre lui aujourd'hui, que ça sorte, je m'inquiète gravement de la lucidité d'un futur prochain président de la République. S'il est sincèrement surpris. S'il n'est pas surpris, ben, il nous a lancé une petite polémique, à mon avis, je le redis, artificielle, qui lui permet de se placer au centre de l'actualité, mais à mon avis, à son désavantage. Parce que s'il est payant, encore une fois, d'attaquer ce qu'on appelle le politiquement correct ou l'unanimisme médiatique, s'y présenter autour de ça, et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe exactement? En quoi ça le sert? C'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Mais le fait que vous puissiez avoir pensé qu'il avait fait exprès, vous n'êtes pas le seul, puisque quand la polémique s'est déclenchée, on a vu sur Twitter un certain nombre de commentateurs se dire c'est pas possible, il a dû le faire exprès, il l'a sûrement fait exprès. Et moi, je dois dire, peut-être naïvement, je me suis dit, bah là, voilà encore les réflexes typiquement complotistes. On croit à l'hyperpuissance. L'Amérique ne peut pas avoir été attaquée le 11 septembre, elle était forcément au courant. Donc de la même manière, Laurent Wauquiez ne peut pas avoir été naïf, il était forcément au courant. Si je peux me permettre, quand je vais faire exprès, j'entends pas, il a programmé le coup pour que ça revienne contre lui. Je dis simplement, il ne pouvait pas à ce point être surpris d'une manière. Il y a une part de lui qui est quand même un homme supérieurement intelligent, un homme cultivé, un homme qui vit dans son époque. Je serais très surpris qu'il soit au fond de lui-même absolument surpris de ce qui est arrivé. Christian Salmon? Je crois qu'il y a une manière d'éviter cet enjeu de savoir s'il est naïf ou pas, si c'est programmé ou si c'est un dysfonctionnement. C'est peut-être de se poser une autre question. Est-ce que c'est systémique? Ou est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce que c'est dysfonctionnel? C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans des espaces, enfin tous les hommes politiques, tous les journalistes, y compris nous intellectuels, on vit dans un espace, vous le rappeliez tout à l'heure, où tout est rapporté, tout est diffusé, donc on ne peut pas plaider la naïveté. Hein. Par ailleurs, Wauquiez, depuis qu'il est président des Républicains, s'efforce par toutes sortes à toutes les occasions et par toutes sortes de moyens de s'imposer sur la scène médiatique. C'est quand même un parti qui est à la dérive, qui est en train de se déconstruire. Il en prend la direction, il essaie d'exister. D'où les déclarations sur Emmanuel. Il l'a fait exprès, la sœur Emmanuel, qu'il aurait vue je ne sais combien de fois, on a vérifié, il l'a jamais rencontrée. Donc il y a un certain nombre de fake news qu'il a lancés dans l'espace public, dans le seul but de se faire remarquer, de se placer effectivement au centre du débat. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ce système? Qu'est-ce qui fait système dans ce dispositif? Et moi là, je voudrais dire que le problème des hommes politiques, c'est que qu'ils soient chefs de parti, président, ministre, pourquoi ils ont tellement besoin d'exister dans l'espace médiatique? On a quand même eu, sous la Ve République, des années et des années où les hommes politiques exerçaient des missions régaliennes, exerçaient des fonctions politiques et jouaient le jeu. On a parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale, critiquer le gouvernement, etc. C'est-à-dire on était dans un espace de délibération. Aujourd'hui, cet espace de délibération est complètement ruiné.
dans sa crédibilité. C'est-à-dire d'où les godillots à l'Assemblée nationale, etc. Donc pourquoi ces hommes politiques ? Tout simplement parce que c'est ce que j'ai appelé moi dans mon livre que vous citiez tout à l'heure, l'insouveraineté. C'est-à-dire que les hommes politiques ont perdu les moyens, les leviers de l'action politique. Ils les ont abandonnés à la construction européenne, ils les ont abandonnés au marché dans certains cas. Donc on a des hommes politiques qui sont en quelque sorte qui ont des visages qui sont très visibles dans les médias parce qu'au fond ils ne peuvent exister que là. Donc des visages sans pouvoir, alors que les vrais pouvoirs, Bruxelles, Wall Street, etc., n'ont pas de visage. Donc des visages sans pouvoir, des pouvoirs sans visage, c'est ça le dilemme du dispositif politique aujourd'hui. Mathieu ? Alors, il y a une chose qui est vraie par ailleurs, qui ressort, mais c'est que l'enjeu est très mal posé en ce moment, c'est qu'il est vrai que les hommes politiques, aujourd'hui, lorsqu'ils s'aventurent dans l'espace médiatique, sont condamnés à toujours marcher sur des œufs. Il suffit qu'ils disent une parole de trop pour qu'on les accuse de dérapage. Vous savez, c'est une notion de dérapage que j'adore. Moi, ça veut dire qu'il y a un corridor de la pensée correcte. Ensuite, il y a des contrôleurs de la circulation idéologique et qui collent une contravention à celui qui dit la mauvaise parole. Dérapage. Donc, il y a toute la capacité de faire scandale autour de certains propos, de se justifier de fausses controverses. Donc, il est vrai que la parole publique aujourd'hui fonctionne dans une espèce de système qui la dérègle systématiquement. Mais justement, il faut, à mon avis, un homme politique qui décide d'assumer ce problème attaque justement directement, non pas dans une classe d'étudiants, 130 étudiants cachés à Lyon, mais qui décide publiquement de critiquer les journalistes frontalement en disant... Il aurait dû le faire j'ai tendance à croire pas à la manière de Trump, puisque Trump, là-dessus, c'est une caricature d'esprit de transgression. Mais cela dit, un homme politique qui aujourd'hui confronterait directement le parti médiatique peut en tirer un avantage, mais pas à la manière qui était la sienne ces derniers jours. Il aurait fallu qu'il le fasse à l'émission L'invité politique du 25 janvier dernier. Il avait le temps, et or il a fait exactement le contraire. C'était un petit garçon bien peigné qui disait que des choses très gentilles. Alexandre Devecchio. Mais je pense que précisément là, il est pris dans une accusation de dérapage, parce qu'en réalité, il y a pas, ce qu'il dit est pas gravissime. Vanessa Schneider est journaliste politique. Vous enregistrez n'importe quel déjeuner politique, des vacheries comme celle-là, où on a des choses bien plus violentes. Souvenez-vous de Jacques Chirac disant faut lui marcher dessus avec le pied gauche à porte-bonheur à propos de Sarkozy. Sarkozy disant de Villepin, je vais le pendre à un croc de boucher, ou encore Villepin traitant Sarkozy de Napoléon. Donc franchement, c'est d'une banalité. C'est d'une banalité juste une seconde. affligeante. La grande nouveauté, c'est que ces propos-là que nous rapportions, nous, journalistes, qui ont été rapportés, il n'y avait pas de preuves. Donc on pouvait toujours nous dire, les personnes concernées d'ailleurs, se gênaient pas pour le dire, qu'évidemment ils n'avaient absolument jamais dit ça. Nicolas Sarkozy n'avait jamais dit, s'était jamais moqué de la passion de Jacques Chirac pour le sumo, et on peut en sortir plein comme ça. Là, il y a le son. Alors, il n'a pas eu de chance, il y a le son. Voilà. Oui, et donc le son, il reste. Après, pour répondre à votre question sur naïveté, moi, je crois pas à la naïveté de Laurent Wauquiez dans cette affaire, ni au machiavélisme. Je pense pas que c'est parce que là, pour le coup, je prête quand même trop d'intelligence pour avoir monté quelque chose d'aussi stupide, parce que ça s'est quand même retourné partiellement contre lui. Mais les hommes politiques sont comme tout le monde, et plus que tout le monde, doivent faire attention à tout. Parce qu'ils sont en permanence interrogés, en permanence filmés, en permanence photographiés, lus, décryptés. On décrypte même leurs attitudes physiques. Donc, il y a des moments, et le cas de Laurent Wauquiez est plus spectaculaire parce qu'il a été enregistré, mais par moments, ils ont besoin tout simplement de se relâcher. Et là, Laurent Wauquiez est dans une séquence où il avait confiance en lui, il a été élu à la tête des Républicains, très confortablement, il remontait dans les sondages, donc c'était plutôt une bonne période pour lui. Je suis pas tout à fait d'accord avec Christian Salmon qui dit que le parti est en déliquescence. Les Républicains est plutôt un parti qui arrive à se maintenir par rapport à ce qu'on voit chez les socialistes. Donc il était plutôt dans une bonne phase, et je pense c'est par excès de confiance, il a fait son numéro de claquette, il a voulu mettre les rieurs de son côté, faire rire des étudiants, c'est toujours agréable quand on a un homme politique, il a fait rire. Effectivement, c'est le cas, et que quand on est dans un registre privé, on n'est pas tout à fait dans le même registre que le registre public. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'ampleur que ça prend, et c'est là où je pense qu'il va en tirer profit, parce que je pense que c'est assez grotesque de faire 3 jours là-dessus. Il ne dit rien que des banalités, et que des choses qui peuvent même être intéressantes politiquement quand il traite les députés En Marche
Blanche de Godillot. Enfin, d'autres l'ont fait. Quand il s'attaque au MEDEF, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, je trouve que c'est disproportionné. Et j'ajoute que ça me rappelle une autre affaire qui était l'affaire des enregistrements Buisson. Vous vous souvenez, à l'époque, Nicolas Sarkozy avait des propos, on s'en souvient pas, mais bien plus violents que ceux de Laurent Wauquiez. Il disait qu'il aimait faire du fric, qu'il allait faire plein de fric après l'élection. Et les propos sont passés totalement inaperçus. Là, on s'est concentré sur l'enregistreur. Certes, il était conseiller du prince, mais je note simplement que là, on en avait voulu à l'enregistreur, et je trouve que c'est plutôt sain. Et là, on en veut à celui qui est enregistré. Je me demande pourquoi ce deux poids, deux mesures. Vanessa Schneider, vous avez consacré un livre avec Patrick Buisson. Juste, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que là, dans sa défense, Laurent Wauquiez, donc, il annonce qu'il va porter plainte. Moi, je suis très curieuse de voir ce que va donner cette plainte, parce que alors à la fois il dit j'assume tout, mais je porte plainte. Bon, donc il porte plainte sur la manière visiblement, mais cette manière-là ne le choquait en effet absolument pas. Dans le cas de Monsieur Buisson, qui enregistrait un président de la République dont il était le conseiller, c'est pas tout à fait le même cas de figure. Donc un président de la République qui s'exprimait dans le cadre de réunions privées à l'Élysée. Et là, à cette époque-là, Laurent Wauquiez expliquait que finalement c'était pas si grave et que c'était une affaire entre deux hommes qui n'avaient pas à commenter, donc il semblait pas extrêmement choqué par le procédé dont il s'indigne aujourd'hui. Oui, mais lui est cohérent, les médias, moi. Mais Laurent Wauquiez a tout avantage sur le plan politique à se poser à la fois comme l'opposant principal de Macron, évidemment, et l'adversaire du système médiatique. Ça, on l'aura compris. Je pense, on a dit que la comparaison avec Trump est beaucoup trop rapide. Le Trumpisme, c'est autre chose qu'une transgression médiatique. Ça s'inscrit dans l'histoire du pays, ça s'inscrit dans l'imaginaire américain. Cela dit, il comprend que l'occupation du créneau de l'anti-système médiatique, lui, dégage un espace. Par ailleurs, ça correspond en gros aux idées qu'il veut mettre de l'avant, plutôt conservatrices, plutôt identitaires, entre guillemets, plutôt souverainistes. Bon, ça correspond aux idées qui sont les siennes, qui sont généralement mal vues par le système médiatique. Mais pour cela, encore une fois, c'est ce qu'il avait fait, je le précise, dans la course à la direction des Républicains. Moi, ce qui me frappait, c'est que là, il assumait une transgression sur le fond. Une transgression sur le fond. On faisait son procès avec droitisation et compagnie, droite décomplexée, dois-je comprendre que la seule droite légitime est la droite complexée, bon, peu importe. Mais on l'attaquait sur le plan idéologique, et ça, on a vu en 2007, ça avait servi Sarkozy, ne l'oublions pas. Et celui qui, dans notre société, prend le pari et le parti de l'antipolitiquement correct, pour peu qu'il ne s'enferme pas dans les marges, voit effectivement, suscite une forme de sympathie populaire. Mais pour cela, je le redis, il faut que ça soit sur le fond. Et sinon, ça peut se retourner contre soi, surtout quand on donne l'impression de vouloir faire le malin. Donc quand on veut faire le malin et qu'on donne une impression d'insincérité, ça, c'est pas nécessairement une bonne journée. On continue ce débat dans un instant. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei sur Europe 1. Le débat de ce soir, c'est sur l'affaire Wauquiez et parmi toutes les choses que l'on peut reprocher et que l'on reproche à Laurent Wauquiez, c'est évidemment d'avoir scié la branche sur laquelle il est assis, en s'attaquant d'abord à Nicolas Sarkozy, qu'il accuse d'avoir espionné les téléphones de ses ministres quand il était président. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le parti Les Républicains, dont Laurent Wauquiez est le président, il y a surtout des gens qui restent très fidèles à l'ancien président de la République. Ensuite, en s'attaquant au MEDEF, alors est-ce que le MEDEF c'est très important dans la carrière d'un patron des Républicains ? Est-ce qu'on peut comme ça se moquer de lui, de la façon dont il l'a fait ? Et puis surtout en disant que partout sur les plateaux médiatiques, il sort du bullshit, il sert aux journalistes du bullshit. Alors ça, je le disais tout à l'heure en riant, la plupart des téléspectateurs le savent, les journalistes politiques qui l'interviewent, je ne sais pas s'ils le savent, mais en tout cas à partir de maintenant, ils vont être obligés à chaque fois que Laurent Wauquiez s'exprimera dans une de leurs émissions, de lui dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de me raconter n'importe quoi ? Tout le monde sait que sur les plateaux de télévision, vous racontez n'importe quoi. Comment va-t-il s'en sortir, d'après vous, Christian Salmon ? Je crois qu'il fera exactement comme Trump, c'est-à-dire qu'il dénoncera les fake news, le bullshit des autres, en disant que lui, il parle franchement, il transgresse. Moi, ce que je vois, la seule logique, parce qu'on tâtonne depuis le début sur le fait qu'il est très intelligent, donc très stratège, et qu'en même temps, ça paraît un peu gros, c'est complotiste. Je crois qu'il est moyennement intelligent dans la compréhension du système médiatique. Il a compris ce que vous avez dit, c'est-à-dire que il faut attaquer les sources de légitimité du discours, c'est-à-dire les journalistes, les hommes politiques, mais sauf que
pourquoi ça marche? Parce que on est dans un système où les autorités, l'auctoritas médiatique est mise en cause, sans doute à juste titre. On l'a vu avec la campagne de Clinton aux États-Unis, où les grands journaux ont pris position pour elle et n'arrivaient plus à convaincre parce qu'ils étaient délégitimés. Donc, il a compris cette sorte d'effet de levier qui est bon d'attaquer les médias. Donc, quand il est à l'aise, parce que vous disiez tout à l'heure pourquoi il ne va pas dire ces choses-là, ce qu'il a dit aux étudiants, pourquoi il ne le dit pas sur un plateau. Là, pour le coup, on est naïf, parce qu'on va pas dire sur un plateau que le président de la République écoute ses ministres, que Madame Merkel n'a pas de charisme, etc. Donc en fait, il se retrouve dans une sorte d'alvéole moins médiatisé que les plateaux, et il pense, je pense qu'il le fait sciemment, c'est-à-dire qu'il se lâche, et que c'est en se lâchant, ces étudiants vont parler à leur famille, et on est quand même dans sa région. Rhône-Alpes, et donc il apparaît un peu comme le leader d'une droite trumpiste, parce que c'est au niveau de la logique, au niveau des effets, des nuances, etc. Mais au niveau de la logique, c'est la logique de Trump, dont on a dit tout le temps, il est en train de se griller lui-même, de scier la branche sur laquelle il est assis, et paradoxalement, ça marche de mieux en mieux. Et il est même élu à sa propre surprise. Et il est toujours là. Au contraire de ce que tout le monde a dit, Vanessa Schneider. La vraie erreur, c'est Nicolas Sarkozy. Comme vous le rappeliez, les électeurs républicains qui ont porté Laurent Wauquiez à la tête de ce parti sont extrêmement attachés à la figure de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui est le dernier président que cette famille politique a porté à l'Élysée, sachant qu'aux dernières élections, les Républicains n'ont même pas été capables d'être au second tour. Donc Nicolas Sarkozy reste une figure. S'attaquer à Nicolas Sarkozy, c'est pas bon dans cet électorat. Et si c'est le seul sujet sur lequel il s'excuse, c'est pas par hasard. Il sait que là, c'est un peu compliqué. C'est compliqué non seulement dans l'opinion publique de droite, et c'est compliqué par rapport à Nicolas Sarkozy lui-même, qui évidemment est fou furieux, qui s'est jamais fait d'illusions sur Laurent Wauquiez, s'est toujours extrêmement méfié de Laurent Wauquiez, comme la quasi-totalité des dirigeants de l'ex-UMP devenus les Républicains. Je vous interroge juste une seconde, d'après le Canard enchaîné qui vient de paraître, Nicolas Sarkozy aurait dit à Laurent Wauquiez après cette affaire: beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que de penser comme eux. Mais là, il n'y avait pas de micro, donc évidemment, on ne saura jamais s'il l'a vraiment dit. Pour avoir entendu plusieurs fois Nicolas Sarkozy parler des uns et des autres, c'est tout à fait le genre d'expression qu'il peut en effet proférer. La question, c'est que Nicolas Sarkozy garde des liens avec de nombreux dirigeants de l'UMP, dont certains sont sont autour de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est entouré de nombreux sarkozystes qui peuvent, à la demande de Nicolas Sarkozy, prendre leur distance. Donc il s'est fragilisé, et c'est pour ça il a bien compris que c'était la partie la plus délicate de ses sorties de route devant les étudiants. Mathieu Bock-Côté, sur la partie bullshit médiatique. Oui, ça c'est l'erreur. C'est-à-dire désormais, régulièrement, presque de manière rituelle, on pourrait lui demander alors c'est soirée bullshit ou non bullshit. Et c'est pas très agréable pour un homme politique. Ce qu'on pourrait faire à tous les hommes politiques, bien sauf qu'avec lui on y sera autorisé. Bien sûr, c'est qu'il a trouvé le moyen de dire, d'avouer. C'est assez particulier. Il confesse devant quelques centaines de personnes. Il dit fondamentalement, dès que vous m'entendez la parole publique, ne me croyez pas. Bon, c'est pas la meilleure manière de se faire entendre quand on est un politique. Et de ça, pour l'instant, je note, cela dit, que c'est pas ce qu'on lui reproche principalement. C'est comme bizarre, si la part Sarkozy était tellement dominante dans la controverse qu'on a oublié que l'essentiel était ailleurs, c'est-à-dire dans cette idée comme quoi il ne raconte que des sornettes, que des bêtises, que de la bullshit, comme on dit de mon côté de l'Atlantique. Mais cela dit, encore une fois, il va devoir répondre à cet élément-là, parce que sur le fond des choses, ça peut le suivre. Le reste, ça le suivra pas, je crois. Mais ça peut le suivre. Et je cherche à comprendre comment un homme politique éclairé, je me permets d'être comment dire, je le crois plus intelligent que vous lui prêtez, que vous le croyez. Vous parlez à Christian Salmon. Et comment un homme politique
éclairé, qui sait comment ça fonctionne, comment il ne se rend pas compte en disant ça, qui, pour les prochaines années, il crée les conditions d'aggraver, ce qu'on pourrait dire, le soupçon d'insincérité qui le suit depuis longtemps. Mais attention, il ne sait pas que ces propos vont sortir. Mais ça, je me permets d'y revenir, pardonnez-moi d'y revenir, je ne veux pas me répéter, mais s'il ne sait pas que ces propos vont sortir, alors là, il y en a un deuxième problème, peut-être plus important. Et là, il est peut-être moins intelligent que vous le dites. Il a manqué de lucidité. Ou il a mal mangé sur le midi. De Vecchio. Non, sur Nicolas Sarkozy, ensuite sur le bullshit, je pense que sur Nicolas Sarkozy, c'est le moi profond qui parle. Nicolas Sarkozy s'autoproclame parrain des Républicains. Je crois que Laurent Wauquiez en a marre du parrain et aimerait bien être le don. Donc c'est une manière de s'affirmer, je crois, comme le patron. Et je suis donc pas c'est sûr. propos de comptoir. Oui, sans doute. Et je crois pas que ce soit totalement nuisible parce qu'en fait, Sarkozy est très populaire auprès de la base, mais auprès de l'électorat populaire au sens large, de celui qui n'a pas voté ou qui a voté Marine Le Pen, et c'est celui que vise Laurent Wauquiez. Nicolas Sarkozy est celui qui a trahi, en fait, qui a gagné en siphonnant les voix du FN et ensuite qui a fait la politique des élites. Donc là, c'est une manière finalement de dire moi, je m'adresse vraiment aux classes populaires. Et je crois que sur le bullshit, ça ne lui est pas reproché aussi pour cette raison-là, parce que ce qu'on reproche dans l'insincérité de Laurent Wauquiez, c'est qu'on se demande toujours s'il n'a pas un discours d'estrade pour les classes populaires et ensuite un discours en direction des élites. Et finalement, là, il est assez cohérent. Il s'adresse pratiquement, en fait, il dit que c'est du bullshit, mais de la même façon aux étudiants d'école de commerce qu'il le fait sur les estrades ou qu'il le ferait au marché de Rungis auprès des classes populaires. Moi, je pense pas du tout que c'est ce que on lui reproche. Quand, en effet, dans les études d'opinion, ce qui ressort sur quand on demande aux gens interrogés ce qu'ils pensent de Laurent Wauquiez, la principale critique, c'est l'insincérité. Et ça, c'est depuis le début, ça lui colle à la peau, c'est depuis le début. Mais c'est pas du tout parce qu'on estime qu'il s'adresse différemment aux classes populaires et aux élites. C'est parce qu'on estime qu'il, d'abord, il change d'avis comme de chemise. Bon, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul et certainement pas le dernier, mais en tout cas, ça se voit peut-être un peu plus que les autres, qu'il adapte son discours et que donc, il ne croit pas à ce qu'il dit. Donc là, quelque part, il valide ce sentiment général qui fait que les Français ont l'impression, en tout cas une grande partie des Français ont l'impression, y compris dans son propre camp, qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Laurent Wauquiez, il a quand même ce record quasi absolu parmi les dirigeants politiques d'être dans les rédactions, on a des services qui décortiquent les propositions des candidats, les propos des candidats, les chiffrages des candidats. C'est au Monde les décodeurs, ça va être à Libé les désintox. C'est le plus grand fabricant de fake news. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il est tout le temps épinglé pour donner les mauvais chiffres, les mauvaises dates, ou pour les mauvaises inventer interprétations des chiffres. Et voilà. Bon, donc c'est quand même encore, disons qu'il incarne encore plus que les autres ce qu'on reproche, que l'opinion publique reproche aux politiques, c'est-à-dire de n'être pas rigoureux dans leurs paroles publiques, voire de travestir la réalité. Mathieu Bock-Côté. Pour ce qui est de l'inexactitude des propos, c'est une chose. Donc effectivement, on peut décoder. Aujourd'hui, on décode tout comme il faudrait décoder les décodeurs un jour. Mais cela dit, je pense que ce qui est l'objet du soupçon autour de Wauquiez, c'est qu'il y a une rupture réelle dans son discours. C'est-à-dire, il a décidé, à tout le moins dans sa stratégie d'accession à la tête des Républicains, d'avoir une rupture idéologique de fond avec ce qu'on pourrait appeler le consensus des élites françaises et plus largement le consensus des élites de l'Europe occidentale. Nicolas Sarkozy avait fait le même calcul pendant la campagne de 2012. Oui, mais ça n'avait pas duré très longtemps. Mais là, il l'assume, il dit je vais me faire élire sur ça. Oui, non, c'est en 2007, la première fois, première rupture, qui dure quelques semaines. Ensuite, 2012, deuxième rupture, ça ne porte pas. Mais là, la rupture, il dit je l'assume, il la porte. Alors la question, c'est est-ce que cette fois, c'est la bonne? Et j'entends souvent, quand je me promène ici, des gens qui disent fondamentalement, on aime bien ce qu'il dit, mais le dira-t-il encore dans 6 mois? Et ça, je pense que c'est une question sérieuse. Donc, la véritable crédibilité, c'est pas de donner toujours les bons chiffres, tout le monde a le droit de se tromper. Mais la véritable crédibilité, c'est qu'il convainc qu'il est sincère dans cette conversion, qui n'est pas simplement un positionnement, mais qu'elle relève de convictions sincères et vraies. On continue ce débat juste après une parenthèse. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Le débat de ce soir, c'est sur les déclarations de Laurent Wauquiez devant ses étudiants, déclarations qui ont été enregistrées, diffusées à la télé, qu'il assume, a-t-il dit, sauf celle qui concerne Nicolas Sarkozy. Alexandre de Vecchio, par rapport au parti Les Républicains, quelles conséquences peut-il avoir à votre avis? Moi, je pense que c'est assez positif parce que contrairement à tout le monde depuis le début, je pense que Laurent Wauquiez a pas besoin de rassembler et surtout pas besoin de faire l'alliance de la carpe et du lapin
point, parce que c'est justement ce qui met le soupçon sur sa sincérité. Rassembler les centristes, par exemple. Voilà. Et donc là, il y a un certain nombre de gens qui vont encore partir, et ça lui permet de les faire partir, sans avoir à les virer, et de s'affirmer comme quelqu'un de cohérent idéologiquement, qui va jusqu'au bout. Même la petite sortie sur le MEDEF est assez intéressante sur son positionnement économique. Donc, je pense que c'est la clarification qui continue, et finalement, il va avoir un parti à sa main. Je crois que c'est de taper sur Alain Juppé, sur Valérie Pécresse, et même d'une certaine manière sur Nicolas Sarkozy. C'est aussi une manière de les renvoyer au vieux monde et de dire l'appareil UMP tel qu'il était avant, c'est fini. Moi, j'ai une colonne vertébrale idéologique, et on n'est plus dans le grand parti du centre mou. Vanessa Schneider. Je suis d'accord avec le fait que c'est probablement sa stratégie, puisqu'il a lui-même parlé de rassemblement. Il n'a rien fait absolument pour rassembler. Il n'a pas cherché à retenir ni les uns ni les autres. Il les regarde partir plutôt en souriant. Après, je pense que c'est une stratégie qui est extrêmement risquée, parce qu'à force de faire partir, comme vous dites, on se retrouve un peu tout seul, parce que les Républicains, c'est quand même pas des masses de militants à l'heure qu'il est. Donc si on laisse partir tous les anciens centristes, les anciens RPR plus modérés, tendance Juppé et autres, les Valérie Pécresse qui est quand même pas une gauchiste, les Xavier Bertrand, et puis maintenant qu'on s'attaque au cœur des sarkozystes qui sont quand même représentés fortement chez les Républicains, Éric Ciotti ou Brice Hortefeux en s'attaquant à Nicolas Sarkozy. C'est très risqué, ça fait un noyau dur, un parti qui en effet aura de la cohérence, puisque plus on est resserré, plus on est cohérent, on reste entre soi. Cette stratégie, elle ne fonctionne que si le Front National reste dans la panade dans laquelle il est. Si le Front National se reconstitue avec un retour de Marion Maréchal-Le Pen ou autre, et qui reprend la bête, là, cette stratégie du petit parti sur une droite appelée un peu schématiquement droite dure est extrêmement risquée, puisque elle laisse la place à une recomposition pour une droite modérée qui existe en France. Il y a un électorat pour ça, et elle risque de se retrouver coincée en étau entre un Front National et une autre droite. Oui, ça a été happé par Macron, peut-être pour l'instant, c'est sa partie du calcul, et donc il cherche à capter un autre électorat qui est celui de la France périphérique, des classes populaires qui soit se sont abstenus, soit ont voté effectivement Marine Le Pen. Une question que je ne peux pas ne pas vous poser tout de même, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu de manipulation après tous les enregistrements qu'on a entendus sont nos enregistrements coupés, on ne sait pas ce qu'il avait dit avant, on ne sait même pas la question qu'on lui posait, on ne sait pas s'il répondait, et si les mots qu'il employait, il les employait parce que c'était dans la question. Je prends l'exemple tout simple d'Angela Merkel, dont il dit qu'elle n'a pas de charisme. On a l'air de dire qu'il se moque d'elle, peut-être pas, peut-être tout simplement, dit-il, qu'aujourd'hui, on peut parfaitement faire une grande carrière de politique, être un grand chef d'État, il ne le dit pas, mais peut-être le dit-il à un autre moment, tout en n'ayant pas de charisme, et il souligne bien qu'elle n'en a aucun, et que c'est même peut-être ce qui fait sa grandeur. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout ça après tout? Ça arrive qu'on coupe dans les entretiens. C'est le drame de la société du commentaire permanent à laquelle nous participons tous. C'est-à-dire l'événement, ça surgit immédiatement, on doit commenter, et il se peut que finalement tout ça se dévoile d'ici quelques jours, semaines, dans un tout autre portrait. Donc ce sera l'occasion de nouveaux rounds de commentaires, et ainsi de suite. Bon, c'est ainsi que fonctionne la société médiatique. Cela dit, c'est pour ça qu'il faut chercher à voir au-delà du côté trafiqué d'une manière ou de l'autre, ce que ça nous dit sur la manière que fonctionnent les hommes politiques dans la société médiatique aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui se désolent qu'il y a de fortes querelles et de fortes polémiques dans la vie publique. Je suis de ceux qui se désolent lorsqu'elles tournent à vide. Et ça, je pense que c'est le drame des jours présents pour Laurent Wauquiez. Et ce qu'on a évoqué juste avant, me semble-t-il, c'est-à-dire la stratégie de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la droite modérée. En quel plaisir que de se dire modéré, l'autre peut-être le radical. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit pour lui de se délivrer du poids de gens qui ne pèsent pas tant que ça électoralement, mais qui sont quand même capables de jeter une forme de chape de plomb idéologique sur la réforme qu'il veut donner aux Républicains? Ça, c'est une question de fond qui ressort de l'événement. Christian Salmon, oui. Non, juste d'un mot à votre question sur est-ce que ces propos auraient pu être tronqués et qu'on les aurait mal interprétés. Je pense que là, il y a une question de bon sens. Il y avait 40 personnes dans cette salle, dont des soutiens de Laurent Wauquiez, puisque certains étudiants sont affiliés à des partis politiques ou des associations liées à ces partis politiques. Et je pense, en effet, dans cette société de transparence dans laquelle on est, où chaque étudiant a un compte Twitter, Facebook ou quoi, quelqu'un aurait en tout cas corriger s'il y avait une mauvaise interprétation. Et d'ailleurs,
lui-même, Laurent Wauquiez, ne dit pas qu'il a été mal interprété ou mal compris. Christian Salmon, du point de vue du storytelling, comment est-ce que vous analysez cette histoire ? Ce qui me frappe, vous savez, dans le storytelling, c'est très important, c'est le crédit du narrateur, ce qu'on appelle le narrateur fiable. C'est-à-dire que dans un roman, vous entrez dans la narration, le récit des aventures, parce que vous avez confiance dans le narrateur. Le narrateur politique est de plus en plus décrédibilisé. Donc, en théorie du récit, on appelle ça le narrateur non fiable. Alors, à ce discrédit qui pèse sur le narrateur, les questions que vous posiez tout à l'heure, oui, ces bandes enregistrées, est-ce qu'elles sont vraiment... On voit que le soupçon est partout. Nathalie Sarraute parlait de l'ère du soupçon, mais là, dans la sphère politique, c'est absolument dominant. Donc, le narrateur est décrédibilisé, les histoires sont de plus en plus courtes et lancées et interceptées et discutées de plus en plus rapidement. Vous disiez le débat qui s'alimente dans une sorte de vide. Et donc, tout ça fabrique ce que j'appelais au début la planète du discrédit. Donc c'est très difficile que des histoires, que des candidats politiques puissent s'ériger en narrateurs. On a souligné tous le manque de crédibilité des propos, des positionnements idéologiques de Laurent Wauquiez, mais on pourrait le dire de tous les hommes politiques. Monsieur Macron, avec son en même temps, qui change de position, moi j'appelle ça la politique de l'oxymore, c'est-à-dire des contradictions dans les termes qui sont sans arrêt lancés pour capter des électorats contradictoires. Tout ça contribue à cette sorte de crise de la parole publique et qui fait que c'est un cercle vicieux. Il y a une sorte de surenchère, c'est-à-dire pour exister sur une planète du discrédit, il faut discréditer les narrateurs, les acteurs concurrents. Et c'est le sens, à mon avis, de l'intervention de Wauquiez. Pourquoi il s'en prend aux médias alors qu'il est très bon dans les débats publics qu'il a pu faire, dans les émissions politiques, etc. Parce que c'est ce positionnement, c'est-à-dire que vous avez du crédit en discréditant le discrédit. Mathieu Bock-Côté, un dernier mot. Ça me paraît assez juste, c'est-à-dire dans le système qui est le nôtre, dans un système de défiance généralisée, celui qui réussit à capter ce sentiment de, effectivement, on ne croit plus à rien, mais suivez-moi, moi non plus je ne crois plus à rien, et on va renverser la table, c'est plutôt une posture avantageuse. Reste à voir qui est capable de la porter vraiment. Donald Trump, on l'a dit aux États-Unis, en a été capable, mais il n'y a que Donald Trump qui peut faire du Donald Trump. On avait beaucoup dit que Laurent Wauquiez, en passant à l'invité politique à la fin du mois de janvier, il avait fait la plus mauvaise audience de l'histoire de quasiment de la télévision, on avait tendance à le dire. Au fond, c'est peut-être la bonne réponse, ce qu'il y avait là tout à coup. Si je peux me permettre, à cette émission-là, il était à la hauteur intellectuellement. Il a rappelé qu'il pouvait jouer dans les grandes ligues sur le plan politique. Oui, mais peu de gens l'avaient regardé. Oui, mais d'ailleurs, mais ça, c'était pas si mauvais que ça. Dans les circonstances, pour peu qu'on construise dans la durée, apparemment que c'est pas complètement inutile, eh bien, rappeler qu'avec un président comme Macron, qui manifestement élève le débat, on est capable de jouer aussi à ce niveau. Ça, c'est une chose durable. Ensuite, il y a des bonnes émissions, des mauvaises émissions, mais si on agit dans la durée et pas simplement sur le cycle Twitter, il faut quand même être capable justement d'éviter de tomber dans des mauvais pièges. Un dernier mot, Alexandre Devecchio. Je pense que malheureusement cette émission a été elle a pas été très regardée, elle est un peu été recouverte par l'écho médiatique qui est très très sévère avec Laurent Wauquiez. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura un avant et un après cette transgression. C'est que là il est de nouveau au centre du jeu. On parle plus de Jean-Luc Mélenchon, on parle plus de Marine Le Pen et même plus d'Emmanuel Macron. Donc de ce point de vue-là, même si je partage le souci de hauteur de Mathieu Bock-Côté, d'un point de vue strictement d'efficacité, je pense qu'il finalement il en sort assez vainqueur. Mais en même temps, ce que dit Vanessa Schneider, on parle beaucoup de lui, mais plutôt on a mal. Mais oui, mais on est dans une époque où dans quelques jours, on n'en parlera plus. Par contre, ces traces-là, cette accentuation du sentiment d'insincérité quant aux propos de Laurent Wauquiez, elles risquent de s'installer durablement. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve juste après les informations dans le Social Club. Je reçois notamment Philippe Joffard. Pendant 30 ans, il a dirigé un groupe français. Il publie aujourd'hui son journal de bord d'un patron dans lequel il relate au jour le jour la crise des subprimes de 2008 et ses conséquences sur une entreprise comme la sienne. Voilà quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. Un livre comme celui-ci.